1960, Green Onions, interprété par Booker T and the MGs. Un tel titre ne peut que vous encourager à ne pas écouter ce morceau. Oignon vert. Pourquoi pas glace au concombre pendant qu'on y est. Et pourtant, une rythmique obsédante, inamovible, 3 accords de blues, fa, la bémol, si bémol, joués par la batterie, la basse et surtout l'orgamonde, puis sur ce tapis à la fois rugueux et confortable, un enchaînement de chorus. Booker T. Jones à l'orgue, Steve Cropper à la guitare, de nouveau Booker T, de nouveau Steve Cropper, qui disparaît dans le fondu final. Ces gens-là n'étaient pas n'importe qui. Cet orchestre a accompagné tous les grands du rhythm and blues. Otis Redding, Wilson Pickett, Sam and Dave, Albert King. Il ne manque que James Brown à leur tableau de chasse. J'ai vu un jour un étrange documentaire où se succédaient sur scène Arthur Conley, Eddie Floyd, Sam and Dave et Otis Redding, avec toujours derrière eux les mêmes accompagnateurs. Steve Cropper à la guitare, Donald Dunn à la basse, Al Jackson à la batterie et Booker T à l'orgue. Infatigables, irréprochables, les MGs soutenaient le gratin de la soul. Savez-vous que les initiales MG signifiaient Memphis Group ? On me dit que ce morceau n'a pas été composé en 1960, mais en 1962. Mais peu importe, j'avais envie d'en parler. Et de toute façon, je ne l'ai découvert que beaucoup plus tard, dans les années 80. Après avoir entendu la version jouée par Roy Buchanan, j'ai voulu connaître l'original. Il faut bien avouer que je suis passé à côté du rhythm and blues pendant de longues années. Ce n'était pour moi que de la musique de danse, sans intérêt autre que remuer son cul dans les boîtes de nuit. James Brown ne le proclamait-il pas lui-même ? « Shake your money maker » nous enjoint-il dans Sex Machine. Je supportais tellement mal cette musique que j'en ai voulu aux Rolling Stones de s'adjoindre durablement, à partir de Sticky Fingers, les services de Bobby Keys et Jim Price, que j'avais surnommés les cons parce que leurs instruments, saxophones et trompettes, me renvoyaient aux riffs de la musique noire de Détroit et de Memphis. C'était qui le con ? J'étais probablement trop blanc. Il a fallu du temps pour que mes oreilles bronzent. En 1960, le franc est devenu nouveau. Moi, j'étais à l'école, j'avais sauté le cours préparatoire car je savais déjà lire en sortant de la maternelle. C'est une chance. Quand nos enseignants étaient absents, on nous répartissait dans les autres classes et j'ai ainsi pu découvrir ce à quoi j'avais échappé. Une institutrice, très vieille, faisait répéter en chœur aux élèves, pour leur apprendre à repérer les sons, des formules aussi enthousiasmantes que la roue, le trapèze, z. Le jeudi, ma sœur et moi, allions avec maman, passer l'après-midi chez mes grands-parents paternels à Livry-Gargan. Vous savez, en Seine-et-Oise. Le jeudi était alors le jour de congé des écoliers qui travaillaient également le samedi après-midi. La semaine des 4 jeudis, c'était donc le rêve de tout écolier normalement constitué. Tous les jeudis, nous allions passer l'après-midi chez mes grands-parents. Nous jouions dans le jardin. J'avais là-bas une voiture à pédales, une 403 Peugeot, et probablement d'autres jouets. C'est là également que j'ai appris à faire du vélo, avec mon grand-père. Il nous arrivait, parfois, d'aller dans le grenier, où il y avait, entre autres trésors mystérieux, un piano, totalement désaccordé. Après avoir goûté, nous nous installions devant la télévision pour y suivre le programme destiné à la jeunesse. C'était une émission dont nous étions redevables à Walt Disney, au cours de laquelle on voyait des extraits de films, toujours les mêmes, un documentaire, souvent animalier, une courte séquence intitulée « Savez-vous que ?», introduite par Mickey himself, qui, en posant la question, faisait frissonner sa main à l'horizontale devant son visage. L'émission se terminait par un épisode de Zorro. Mais Zorro, c'était après 1960. Je ne sais pas ce qu'il y avait avant ce feuilleton. Dans mon souvenir, cette émission s'intitulait « Jeudi Mickey », mais je n'ai retrouvé ce titre nulle part.
Ce n'est pas en tout cas dans le cadre de cette émission que je regardais Rintintin. Plutôt vers midi, toujours le jeudi. Il y avait aussi la séquence du jeune spectateur présentée par une marionnette accompagnée, si je me souviens bien, d'un petit chat. Au cours de cette émission, à nouveau, étaient projetés des extraits de films. Et puis encore, Histoire sans parole, avec un générique que je me rappelle encore parfaitement. Qui proposait des burlesques muets américains. J'y ai vu des courts-métrages interprétés par Charlie Chaplin et Stan Laurel que je trouvais beaucoup plus amusants seuls qu'avec Hardy. Et puis, bien sûr, La Piste aux étoiles, le mercredi soir, que nous regardions puisque nous n'allions pas à l'école le lendemain matin. Je me souviens d'un numéro musical de Gilles Margaritis tentant désespérément de jouer du violoncelle accompagné par un comparse chauve à l'harmonium. Bien sûr, rien ne fonctionnait, tout se désagrégeait sous le regard glacial de Gilles Margaritis et la bouille ahurie de son partenaire. Je n'ai jamais tant ri à un numéro de music hall. Je l'ai revu il y a quelques années et je me suis autant régalé. Mais je ne voyais sans doute pas suffisamment la télévision à mon goût. J'avais des parents trop intransigeants sur ce point, si bien que je me suis installé ma propre télé dans ma chambre. Comment ? Oh, très simplement. Il me suffisait de lécher le papier peint jusqu'à laisser apparaître le plâtre qui était en dessous et de dessiner ainsi un petit carré blanc sur un fond crème, un petit carré discret en somme, que maman n'était pas obligée de repérer quand machinalement elle faisait le ménage dans ma chambre. Je ne me rappelle pas les spectacles que je me projetais sur cet écran. Je ne me rappelle surtout pas combien de temps il a fallu pour que soit découvert le poteau rose et repeinte ma chambre, en peinture glycérophthalique cette fois, et plus en papier peint, d'un magnifique jaune citron, avec plainte porte et bord de fenêtres rouge karma, couleurs qui lui ont valu le surnom de chevaline. En 1960, le paquebot France était mis à la mer, et c'est le général de Gaulle, devenu président de la République 2 ans plus tôt, qui a brisé la bouteille de champagne sur sa coque. Je rêvais de voyager sur un aussi grand bateau, de traverser les mers. Je n'avais pas encore entendu parler du Titanic. Moi, j'étais en classe avec monsieur Toussaint. Il était roux, comme moi, mais portait un collier de barbe, afin que personne ne pût nous confondre. Je travaillais bien, mais j'étais petit. Sur une photo de classe que j'ai retrouvée sur Internet, je ne me suis reconnu qu'en repérant ma touffe de cheveux clairs et l'une de mes oreilles qui dépasse allègrement derrière la tête d'un camarade. Sur une autre, je suis au dernier rang, les cheveux beaucoup plus courts, mais les oreilles toujours aussi décollées, la bouche et les yeux grands ouverts, comme si je me demandais ce que je faisais là. En 1960, enfin, j'ai lu Tintin au Tibet. Nous allions régulièrement à la bibliothèque du 1er arrondissement qui jouxte l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. L'aventure d'amitié entre Tintin et Chang m'a ému au-delà du disciple. J'ai frémi, et ri, et pleuré, rêvé aussi, beaucoup rêvé. Protégé par la nappe, je me suis constitué sous la table de la cuisine un campement de fortune d'où je guette, perclus d'angoisse, bouffi d'espoir, l'arrivée du Yéti. J'ai également, tout comme Tintin, marché sur la Lune, voyagé à bord de la Licorne, et découvert sous une immense cascade l'entrée d'un passage secret comme chez les Incas. Mais j'ai surtout eu très peur quand, dans le Crabe aux pinces d'or, le capitaine Haddock a pris Tintin pour une bouteille de champagne qu'il voulait déboucher. Cette scène m'a tellement impressionné que, dans mon souvenir, elle était dessinée en pleine page, alors que, je viens de le vérifier, elle ne constitue qu'une vignette sur les 13 de la page 30.